Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Au milieu du grand débat, où est-ce qu'on en est avec les Gilets jaunes? Est-ce que vous appelez à de nouvelles manifestations? Il y aura de toute façon de nouvelles manifestations auxquelles je participerai. Avec vous participerez à ces nouvelles comme les différents actes qui nous ont précédés, ceux qui nous attendent, et puis même des entr'actes, ou plus précisément l'absence d'entr'actes, puisqu'il y a de nouveaux appels qui naissent du côté des Gilets jaunes, qui ont même été d'ailleurs, si j'ai bien compris, lancés par Éric Drouet également, qui est de faire en sorte que le 5 février, qui était une journée de grève proposée par la CGT initialement, devienne une journée de grève générale, illimité. Vous lancez ce matin un appel à la grève générale. Je me joins à cet appel, plus exactement, puisque c'est un grève appel générale. Oui, il est extrêmement important. Mais c'est la CGT qui lance un appel. C'est la CGT qui appelle à une journée de grève le 5 février. Mais pas de grève générale. Illimité, vous avez raison. Les Gilets jaunes, une assemblée générale de Lyon, Éric Drouet dont je vous parlais, ont saisi la balle au bond d'un certain point de vue en disant du 5, il faut en faire une journée de grève générale illimitée. De mon point de vue, ça me paraît une bonne idée. Pour la simple et bonne raison qu'en termes d'efficacité, on a besoin toujours de passer ce plafond de verre qui est celui du nombre. On a besoin d'une mobilisation claire contre la répression pour les salaires et la répartition des richesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fasse une journée morte, on tire le rideau. Et je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Oui, le 5. Ceux qui travaillent, arrêtez de travailler, saisissez-vous des préavis de grève. Même les commerçants peuvent tirer le rideau pour dire à un moment donné, on n'est pas dupe de ce qui se passe et il faut que ça continue. La deuxième raison, elle est stratégique, elle est importante dans le cadre de la mobilisation. Jusqu'à présent, on avait un mouvement social, un mouvement syndical d'un côté, les Gilets jaunes qui se regardaient un peu en chien de faïence. Bah là, il y a un geste qui a été fait du côté des Gilets jaunes. Et je crois que ça doit interpeller peut-être les organisations syndicales en disant que c'est peut-être le moment de la convergence. Rejoignez les Gilets jaunes, rejoignez la lutte des Gilets jaunes. Je pense que l'intelligence, c'est de comprendre qu'on propose à personne de rejoindre qui que ce soit. Là, on parle d'alliance, de convergence possible. L'intelligence qui est faite par ce type d'appel, c'est dire, il y a le 5 février qui est planté dans le décor. Oui, on a besoin d'une grève générale illimitée. En tous les cas, moi, je me joins à cette idée-là. Est-ce que l'appel d'Éric Drouet à des manifestations nocturnes est... Parce que j'ai trouvé ça assez étrange, non? Manifester la nuit? Non, je ne sais pas. Pourquoi pas? Moi, le jour, la nuit, vous savez ce qu'il dit? Il dit manifester la nuit. Pourquoi? Parce que les manifestations en journée, bon, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça que ça va bouger. Les gens veulent plus mettre un bon coup et qu'on ne soit pas endormi avec des pseudo grands débats. Je ne conseille pas à tous de venir la nuit. Voilà ce qu'il dit. Menace. En quoi c'est une menace? Mais je menace. Ça pourrait mal tourner. Moi je le perçois pas comme. Vous me demandez mon avis, je vous réponds. Je le perçois pas comme ça. Toute licence en art pour qu'on soit plus nombreux en termes de mobilisation, parce que la mobilisation continue et c'est inédit. Il y en a beaucoup qui au moment de la trêve hivernale et des vacances pensaient que la mobilisation allait s'arrêter. Ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ça continue et ça va continuer. Mais quel est le problème? C'est qu'à un moment donné, il faut être plus nombreux. On va pas arrêter le gouvernement simplement, ni avec des menaces, ni avec des sourires, mais simplement en lui faisant peur d'un point de vue politique. Pour vous, c'est clair, hein, le gouvernement doit tomber, Emmanuel Macron doit tomber. Non, mais là, on n'en est même pas là. On doit d'abord gagner. Gagner sur des revendications concrètes, l'augmentation des salaires, rendez l'ISF, rendez le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi qui, je le rappelle à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, a doublé, on en est à 40 milliards, 20 milliards de plus. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est l'argent de nos impôts qui est donné à des entreprises du privé ou du public pour créer, enfin c'est d'ailleurs la condition de l'emploi, alors que certains groupes en touchent, alors qu'elles font des bénéfices, qu'elles donnent de l'argent aux actionnaires et qu'elles suppriment des emplois. C'est le cas par exemple de Sanofi, qui a gavé de milliards d'euros de bénéfices de dividendes pour les actionnaires, qui a touché le crédit d'impôt compétitif emploi et qui au mois de décembre, vous l'avez vu, a annoncé plus de 700 suppressions d'emplois. Le CICE est utile pour des entreprises de moindre importance. Mais vous proposez... Écoutez, même les petites entreprises, pardon de le dire, moi j'entends, puisque là, parlons concrètement, on a un mouvement des Gilets jaunes qui amène à discuter des gens qui n'avaient pas l'habitude de discuter ensemble. Moi je rencontre des artisans, des dirigeants de PME, de PMI, qui disent pardon de le dire, mais le crédit d'impôt de compétitivité d'emploi, même de mon point de vue, ça marche pas pour l'instant. Ça va comme toujours au plus gros, y compris un groupe que je connais bien, La Poste, qui supprime actuellement un emploi toutes les 4 heures et qui a touché 1 milliard. Alors vous demandez, parmi les revendications que vous portez, Olivier Besancenot, 300 € d'augmentation pour toutes et tous, tous les salaires. Tous les revenus. Tous les revenus. Alors 300 évidemment, € tous les revenus. Alors jusqu'à... Oui, évidemment, celui qui gagne 5 000 €. Oui, mais alors, évidemment, le problème, c'est que je comprends bien que quand on le lit à cette heure un peu matinale, on se dit, lui, il rase gratis. Et oui, il est parti. On a fait un calcul, en fait. C'est récupérer les 10% du PIB qui ont été volés à la majorité de la population. La part
qui, dans la valeur ajoutée qui revient au salaire, a diminué de 10% dans le PIB, c'est-à-dire la création de richesse annuelle. Ça représente plus de 200 milliards par an. Comme on n'est pas plus bête que la moyenne, nous, la majorité de la population, si des gouvernements successifs de droite et de gauche qui ont choyé les intérêts des plus riches dans ce pays ont été capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, on devrait être capable de le faire en sens inverse, de récupérer les 10% du PIB. Et oui, Jean-Jacques Bourdin, ces 10% du PIB, ça représenterait une augmentation nette de 300 € pour tous et toutes, pension comprise, allocation comprise. Donc c'est pas rasé gratis, c'est simplement une histoire de souligner cette absence de répartition des richesses plutôt que de nous endormir avec des mots creux comme pouvoir d'achat, comme faire des augmentations partielles. Cette expression pouvoir d'achat. Pas plus que ça parce c'est de la consommation. Oui, mais ça nous rend... Évidemment, si vous offrez 300 € de plus par salarié ou par revenu, consommation. Alors d'abord, on ne l'offre pas. Enfin, vous l'offrez. Voilà. C'est-à-dire que les richesses reviennent toujours à ceux qui les créent. Voilà. Ce que je veux dire, pourquoi j'aime pas trop cette terme-là, c'est que ça nous renvoie toujours. Le seul moment où on a du pouvoir, la consommation. Le seul moment où on aurait du pouvoir dans ce pays, c'est au moment de consommer et d'acheter. Moi, je dis, on a un autre type de pouvoir, qui est d'ailleurs un pouvoir démocratique, qui est aussi une revendication et je dirais une aspiration extrêmement forte dans cette mobilisation. Je dis simplement, faut arrêter de tourner autour du pot. Parler de pouvoir d'achat, c'est souvent une astuce pour pas parler de mots clairs. Ce sont les gilets jaunes qui parlent de pouvoir d'achat. Non. Le gouvernement répond souvent pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, ils sont plus concrets. Ils augmentaient le SMIC, augmentaient les pensions de retraite, augmentaient les salaires. Et ils ont bien raison. Et comme ils ont bien raison, et comme le motif de la grève dont je parlais le 5 février, c'est précisément rendre le CICE, augmenter les salaires, je crois à cette jonction et je crois, je profite de votre invitation pour m'adresser à mon camp, entre guillemets, la gauche sociale, syndicale, politique. Je crois qu'il faut arrêter de rester sur le côté du chemin et regarder ce mouvement, même en étant solidaire avec le cœur. Maintenant, il faut en être une bonne fois pour toutes. Chacun à sa manière y a participé. Il y a énormément de répression. Il y a une mobilisation qui continue. Je vais venir sur l'aspect policier, mais pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de rester sur le bord du chemin? Parce que vous laissez la place à d'autres partis politiques. Je pense au Rassemblement national, par exemple. Vous dites, je me sens solidaire de tous ces rassemblements, mais je ne minimise pas les actes racistes ou parfois instrumentalisés par l'extrême droite. Et je vous le redis, et je ne suis pas insensible à l'ère du temps, et on ne peut pas évoluer en dehors de l'ère du temps. Parce qu'aujourd'hui, qui récolte les fruits de cette colère sociale? L'heure n'est pas à la récolte, Jean-Jacques Bourdin. Oui, non, mais l'heure est à la semence. Là, pour l'instant, on plante des germes. Non, mais moi, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Oui, mais je suis très sérieux. C'est-à-dire que qui défend le mieux? Non, mais écoutez, qui défend le mieux les gilets jaunes aujourd'hui? Ils n'ont pas besoin d'avocats, pas même moi, d'accord? Moi, il y a une mobilisation, elle est inédite, elle est historique. En réalité, c'est la première fois, moi depuis que je milite, c'est la première fois qu'on a une mobilisation de ce type-là, qui est pas simplement en résistance, qui est pas contre un projet, qui est pas contre une contre-réforme, qui est pour quelque chose et qui nous a fait et qui a commencé à nous faire arracher quelque chose. Et vous parliez notamment, on parlait ensemble des salaires dans une multitude de boîtes et d'entreprises, on a discuté de quoi à la fin du mois de décembre parce que les directions avaient les chocottes, qu'il y ait des mobilisations sociales et des grèves, et ben ils ont lâché de l'argent et ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Donc en réalité, c'est la première fois depuis mai 68 qu'on a un mouvement qui regagne quelque chose. Alors, mais le débat est utile. La mobilisation est utile. Il y a mobilisation et il y a aussi discussion. On est bien d'accord, débat ou pas? De débat de quoi? Mais je ne sais pas, moi, débat sur les propositions que vous faites, sur les propositions. Il pourrait y avoir des états généraux, vous voulez dire? Moi, il n'y en a pas là. Non, mais qu'est-ce que vous proposez, vous, comme genre de débat? On pourrait appeler ça des états généraux. Peu importe le terme, à la limite, je m'en fous. C'est-à-dire qu'à la fin de ce grand débat, on pourrait organiser des états généraux. Et pourquoi à la fin? Et pourquoi on ne commencerait pas par ça? Pourquoi là, tout de suite maintenant, alors que c'est la population qui se mobilise, on ne permet pas à la population de se réunir, des assemblées citoyennes Nous, par exemple, nous avons lancé nos propositions de loi citoyenne, ça marche formidablement bien. Mais les propositions, c'est pas une... Mais moi, là, on parle de débat, c'est-à-dire comment on organise un débat. Oui, mais avant de débattre, il faut bien que des propositions soient sur la table. Il y en a des propositions sur la table. Vous croyez que les gens... Personne ne pense que les gens sont des tartés. On n'a pas besoin de gentils professeurs, de décodeurs et de gens pour nous formuler et nous aider à prononcer. Non, mais là, je parle des professeurs, ni des décodeurs. Non, mais moi, je parle du pouvoir politique parce que c'est à ça que joue aujourd'hui Emmanuel Macron. Il y a deux façons d'organiser un débat. Soit on le fait du haut vers le bas, c'est-à-dire le président, avec toute sa gratitude, va rencontrer différents filtres pour s'adresser à ceux qui auront le droit d'écrire dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire à la population. Non, tout le monde a le droit d'écrire dans les cahiers de doléances. C'est ce que je viens de vous dire. Tout le monde a le droit d'écrire, mais en revanche, tout le monde ne rencontre pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans sa grande lâcheté habituelle, après s'être réfugié pendant des semaines derrière les forces de l'ordre, se réfugie de manière plus habile cette fois-ci, derrière un secteur institutionnel qui est encore pas trop cramé auprès de l'opinion parce qu'il y a des petits maires, c'est-à-dire les maires
aujourd'hui et se paye avec l'argent de nos impôts, non pas une prochaine élection européenne, contrairement à ce que certains disent, une deuxième élection présidentielle, du haut vers le bas. Il y a une autre manière, puisque vous me demandez ce que j'en pense, c'est d'organiser la discussion par le bas, permettre à la population d'aller plus loin dans la formulation par elle-même de ces propositions, celles dont on parle sur la question de la répartition des richesses, sur les questions démocratiques, comment on crée une démocratie d'initiative citoyenne, parce que le référendum d'initiative citoyenne, ça suffit pas en tant que tel. Le problème, c'est soit ça permet d'être simplement consulté, soit ça permet de donner du pouvoir à la population elle-même. Moi, je suis pour cette deuxième option, j'y crois. C'est l'inverse de cette entreprise qui est finalement une tentative d'anesthésie générale d'Emmanuel Macron pour essayer de nous endormir. Mais vous avez remarqué que ça ne marchera pas pour tout le monde. Parmi les 30 propositions de loi citoyenne que nous dégagerons, parmi toutes les propositions que nous recevons, on en est à 16 000, il y en a une qui revient assez souvent, la suppression des droits de succession. Vous êtes d'accord ou pas? Non, moi je suis pour de la progressivité, y compris au moment de la succession. Voilà. Y compris au moment de la succession. Y compris au moment de la succession, c'est-à-dire de manière générale, nous on est pour que le patrimoine n'échappe pas à la progressivité. On serait pour réunifier, là vous me demandez ce que j'en pense à titre politique, bien entendu, réunifier l'ensemble de l'imposition qui existe avec deux principes. D'abord, mettre de côté l'impôt indirect, c'est ce qu'on a discuté avec la taxe carburant, la TVA, qui est l'impôt le plus injuste et qui est beaucoup plus important que l'impôt qui subit la progressivité, rétablir le nombre de tranches et établir là-dedans justement tout ce qui fait du domaine de la propriété. Mais aujourd'hui, en deçà de 100 000 €, on ne paie aucun droit de succession. Normal ou pas? Juste ou pas? C'est pas question de juste, c'est question qu'aujourd'hui on a un problème avec la succession qui est le problème de l'héritage. C'est-à-dire que Mais je vous pose la question, est-ce qu'il faut maintenir cette exonération? Moi je suis pour remettre en cause, il y a des propositions qui ont été faites, je suis pour rétablir de la fiscalité. Donc si vous demandez de l'impôt sur toutes les successions, quel que soit le montant. Voilà, ou alors je me suis mal exprimé ou vous m'entendez pas. Établir de la progressivité, ça veut dire qu'il y en a qui en payent pas assez et il y en a qui en payent trop, voire qui en payent tout court et qui ne devraient pas en payer. C'est ça la progressivité. C'est-à-dire établir une fiscalité unifiée avec un nombre de tranches qui permet et qui est à discuter. J'hérite de 60 000 €. Non, mais j'hérite de 60 000 €. Est-ce que je paie des droits de succession? Moi, je vais pas jouer au quiz avec vous. Vous êtes sérieux? Mais non, il s'agit pas de jouer au quiz. Si on parle d'un débat, il s'agit de préciser votre pensée. Ma pensée, si vous voulez que je la précise, c'est établir un nombre de tranches sur l'imposition qui permet de taxer la fortune au fur et à mesure de. Non, mais je parle pas de fortune. Je parle de 60 000 €. Mais moi, je mets dans la fortune les actes de propriété. Voilà. Et puis il y a une autre manière de lutter contre cette forme de discrimination dans l'héritage. Quelle que soit l'acte de propriété, quelle que soit la propriété. Mais quelle que soit la propriété, en établissant justement une arme fiscale qui permette de mettre fin à ce grand bluff sur le principe de propriété privée dans la société actuelle, qui consiste à mettre à pied d'égalité la propriété privée des grands secteurs de l'économie, d'accord, c'est-à-dire à qui revient le fruit du travail de tous, et puis la propriété privée à usage personnel, c'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui héritent de la maison familiale, je suis pas pour les taxer. Je suis pas pour les prendre à la gorge, bien entendu. Mais pour ça, il faut lutter de deux manières. D'abord contre la spéculation immobilière, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, d'abord et avant tout, qui fait que l'héritage peut permettre de dégager énormément d'argent et d'en perdre par le biais justement de la fiscalité ensuite. C'est-à-dire qu'on peut être deux fois perdant. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas pour une société d'héritiers. Je suis pas pour développer les inégalités sociales. L'héritage fait partie en effet, il faut l'entendre à un moment donné, de ce qui permet de développer les inégalités sociales. C'est pour ça que ça ne me choque pas d'envisager la fiscalité à ce niveau-là, mais toujours avec le même principe. Il y en a qui payent pas assez d'impôts, les plus riches, et il y en a qui en payent trop, c'est la majorité de la population. Bien, Olivier Besancenot, les policiers utilisant des LBD seront équipés de caméras dans les prochaines manifestations. Bonne mesure? Non, ça suffira pas. Pourquoi ça suffira pas? Parce que c'est toujours, parce que d'abord le problème du déclenchement, c'est qui décide du déclenchement, qui décide de l'orientation, de l'objectif de ce que vous filmez, et puis qui détient la collecte des images. Ça sera toujours les mêmes, la préfecture. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas partial. Il suffit pas de mettre de la lumière sur les choses, si vous voulez, un peu comme l'effet Dracula sur les vampires pour régler le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des cris d'alarme aujourd'hui qui nous sont posés par des associations comme l'association des chrétiens qui luttent contre la torture pour dire que on est le seul pays dans l'Union européenne avec des décisions politiques à offrir une dotation surarmée aux forces de l'ordre dans leur opération de maintien de l'ordre. Notamment avec les LBD, qu'on connaît, c'est-à-dire les nouveaux flashballs, et les grenades de désencerclement. Je suis pour retirer les LBD et les grenades de désencerclement des dotations des forces de l'ordre dans ce qu'on appelle honteusement des opérations de maintien de l'ordre, parce que le choix politique, et c'est pas aux forces de l'ordre que je m'adresse ce matin,
mais c'est au gouvernement. Le choix politique qui a été fait, non pas au tout début du mouvement, mais juste après, ça n'a pas été de faire du maintien de l'ordre, entre guillemets, ça a été de faire de la répression. Et ce qu'on est en train de vivre du point de vue de la répression est inédit. On le voit encore avec la loi anti-casseurs, inédit. C'est-à-dire que même dans les journées les plus violentes de mai 68, et il y en a eu de la violence, y compris sociale, mais y compris, j'allais dire, de rue, on n'a pas eu ce degré de violence. À l'heure où on parle, alors au-delà de la querelle des mots, bien entendu, il y a plus de 5500 gardes à vue, plus de 4000 poursuites pénales. L'immense majorité sont sortis de garde à vue. Oui, mais on va décliner. 4000 suites judiciaires, 250 interpellations et condamnations. On a 17 000 ou 18 000 blessés, dont, et c'est le plus important... une amnistie d'ailleurs. Oui, mais attendez, je suis en train de parler d'un sujet très important et je voudrais vraiment le souligner, qui est celui... Parce que l'amnistie, je reviens en arrière, parce que sinon on va dire je réponds pas à ça. Moi je suis pour une solution politique au conflit. Quand il y a une solution politique, en effet il y a amnistie. Pour l'instant on n'est même pas au début d'une solution politique puisqu'il n'y a pas de dialogue. Mais je parlais des blessés graves. L'amnistie pour tous les gilets jaunes, on est bien d'accord, hein? Je suis mise en examen depuis le début des événements. Absolument. Quand il y aura une solution politique. Et même ceux qui ont Jean-Jacques Bourdin agressé la police. Jean-Jacques Bourdin. Je dis bien le mot, agresser la police. S'il y a une solution politique, il y aura amnistie. De toute façon, dans l'histoire, ça se passe toujours comme ça. Simplement, comme on est loin de cette solution, moi je suis dans le réel. Au moment où on a cette discussion, il y a plus de 100 blessés graves. Il y a des estropiés, il y a des mutilés, il y a des éborgnés à cause de l'utilisation notamment des flashballs. Moi, pardon de le dire, des gamins de 15, 16 ou 17 ans qui sont éborgnés et qui s'en remettront pas à vie, je ne l'admets pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et la responsabilité, elle est politique. Et parce qu'elle est politique, et ça dépend aussi de mon camp, je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de regarder ça comme spectateur. On a tenté 1000 appels unitaires, il y a eu plusieurs pétitions justement contre la répression. Il y a la loi anti-casseurs qui va rien arranger puisque c'est une attaque contre le droit de manifester aujourd'hui de fait et établir un fichage politique. Je propose que lundi prochain, l'ensemble des responsables politiques de gauche, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, même Benoît Hamon, qui a peut-être pas eu la même politique que moi vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, le responsable du Parti communiste, M. Roussel, Nathalie Arthaud, les Verts s'ils le souhaitent, l'Alternative libertaire, la gauche syndicale s'ils le souhaitent, le comité Adama Traoré, tous ceux qui le souhaitent, retrouvons-nous dans une grande rencontre unitaire lundi pour soutenir la grève générale du 5 et lutter ensemble contre la répression aux côtés des Gilets jaunes. Donc toute la gauche pour la grève générale, c'est ça? Pour soutenir la grève générale et contre la répression. L'amnistie, vous demandez toujours l'amnistie. Je peux le répéter. Pour tout le monde. Je vous l'ai redit. Une Même solution ceux qui ont politique agressé des policiers. Je peux vous le dire dans une autre langue, j'y arriverai pas parce que je suis pas bilingue. Non, mais je vous pose la question. Non, mais pas porter de comment jugement. dire? Je vous pose simplement la question. Non, mais comme vous me la posez 3 fois, je sais que ça peut choquer ceux qui nous regardent. Je vous la pose 3 fois parce que je veux que ça soit précis. On vit une séquence sociale incroyable. Oui. L'équivalent d'un mai 68. On est pour tous que ça aboutisse à quelque chose. Moi, vous savez, contrairement à ce que certains peuvent penser, manifester tous les samedis, tous les jours, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas un activiste professionnel. Moi, c'est pas mon truc. À un moment, on a envie de vivre paisiblement. Donc, il faut sortir de cette séquence. Sortir de cette séquence, soit c'est par le haut, avec un accord politique qui inclut ça, comme ça c'est toujours fait dans l'histoire, et peut-être qu'il y en a à qui ça agresse un peu le tympan, n'empêche que dans l'histoire, ça c'est toujours fait comme ça. C'est mieux que de manifester tous les samedis. Mais vous croyez qu'on a envie de faire ce qu'on a envie? Bien sûr que non. Au bout d'un moment, ça ne servira à rien de manifester tous les samedis? Non, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose et ça va servir encore plus à quelque chose parce qu'on va continuer à arracher les droits. Je voulais vous interroger sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'auriez signé? Est-ce que c'est une perte de souveraineté? C'est ce que disent Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je le vois pas comme ça. Et puis, pour être très sincère avec vous, oui. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Ouais. Oui, non, je sais que perte de souveraineté, c'est inacceptable, dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la dictature germanique. Oui, c'est peut-être un peu excessif, non? Non, mais moi, comment dire, je suis sincère, je me cache pas derrière le micro. Je sais que le propre des responsables politiques, c'est d'avoir un sujet, une réponse sur à peu près tous les sujets. Non. Moi, j'en ai pas forcément sur tous, pas parce que ça m'intéresse pas en tant que tel, mais quand je le mets à la mesure de ce qui est en train de se passer, sans déconner, je viens de vous parler d'une loi anti-casseurs qui est historique. Là, au moment où, si cette loi passe, comprenez une chose, pardon de revenir dessus, comprenez bien une chose, c'est que si cette loi passe, et si on pénalise par exemple les manifestations qui ne sont pas déclarées, Monsieur Castaner, c'est un grand hypocrite quand il dit que ça va concerner 200 à 300 personnes.
Il y a des dizaines de milliers de personnes qui, depuis 2 mois, sont déjà hors la loi. J'en fais partie. C'est-à-dire que si cette loi passe, je suis déjà hors la loi. Alors après, vous me parlez, en effet, pour les postures que je connais, la France, l'Allemagne... Si cette loi passe, vous ne pourrez plus aller manifester. Ah bah il y aura un fichage politique, c'est ça dont on parle. Et puis puisqu'on parle de Marine Le Pen, et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, lui qui se présente comme le dernier obstacle au danger fasciste et à Marine Le Pen, en évoquant la possibilité qu'elle accède au pouvoir, mais quel arsenal juridique il est en train de lui mettre entre les mains avec un fichage politique d'opposants. Parce que c'est ça dont on parle. On va ficher ceux qui éventuellement auront le droit ou pas d'aller manifester. Là aussi, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ils peuvent se dire c'est les trucs d'Olivier Besancenot, c'est les trucs de ceux qui manifestent. Mais à un moment donné, ça peut tous nous concerner. Moi, vous savez, une des premières manifestations, il y a une gilet jaune qui est venue me voir en disant, je me souviens qu'au printemps dernier, je vous regardais en disant ça m'arrivera jamais. Et puis tout à coup, tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui d'un côté tente une opération d'anesthésie générale avec le débat national pour l'opinion pour tenter d'endormir, et de l'autre utilise la matraque contre les manifestants. Olivier Besancenot, dernière question. Est-ce que vous avez remarqué certaines convergences entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Non. Non. Merci. Tiens, une info de tennis pour ceux qui sont passionnés par le tennis. C'est Lucas Pouille. Sans transition. Oui, sans transition. Ouais, bah oui, il faut. Ben oui, je donne l'info. Oui, c'est important. C'est qualifié pour la demi-finale du Grand Chelem d'Australie. Sans transition, les salariés de Bultex se mobilisent contre les licenciements. Voilà. Et puisqu'il y en a qui s'intéressent au Made in France, c'est la literie Made in France. 82 emplois. Alors, défendons le Made in France. Là, je suis parfaitement d'accord. 8h55. Merci d'être sur RMC BFM TV.